Bienvenue à nouveau sur notre canal. Aujourd'hui, nous visitons Colmar, ville d'environ 70 000 habitants et qui est sans aucun doute la plus connue en Alsace, et dans laquelle, hier, lorsque nous revenions de Ribeauvillé par la route des 83, nous nous trouvons avec une réplique de 12 mètres de hauteur de la Statue de la Liberté, sculptée en commémoration du centenaire de la mort de l'artiste Auguste Bartholdi, né à Colmar et créateur de la célèbre statue que l'on trouve à New York. Aujourd'hui, nous allons consacrer toute la journée à visiter Colmar, et ainsi nous nous reposons un peu de voyage en voiture. Nous commençons notre visite au parc du Champ de Mars, un véritable rempart de paix, où, s'il fait chaud, vous pouvez vous asseoir sur les bancs à l'ombre des arbres. En 1793, la ville a transformé cet espace en un camp d'entraînement militaire et un lieu de célébration rebaptisé Champ de Mars. Au cours du XIVe siècle, ce parc de loisirs a pris sa forme actuelle avec ses larges chemins dont le design rappelle la Croix d'honneur. Au centre se trouve la belle fontaine de l'amiral Rapp, construite par Bartholdi en 1864. Juste à côté nous trouvons la place Rapp, où le plus curieux et attrayant surtout pour l'été sont les jets d'eau, et dans lequel se trouve une statue dédiée au général de l'Empire Jean Rapp. Cette statue a été le premier monument érigé par Bartholdi, qui avait seulement 20 ans quand il l'a fait en 1854, étant abattu par les nazis en 1940 et restauré en 1948. Depuis la place du Général Rapp, nous entrons déjà dans le quartier historique de Colmar, assez concouru malgré le mois de mai, et dans lequel il ne manque pas d'animation. Très proche se trouve la maison des Tétés, un beau bâtiment de la Renaissance allemande, construit en 1629 sur commande d'un commerçant. Cette maison doit son nom aux 106 têtes ou masques grotesques, qui ornent une riche façade sur laquelle s'élève un mirador de 3 étages, terminé dans sa partie supérieure par un tonnerre alsacien en bronze, œuvre de Bartholdi, et qui nous rappelle que cet édifice a été auparavant utilisé comme marché des vins. Nous continuons à pénétrer dans les rues et les quartiers avec des noms des métiers et des professions qui s'y développaient, comme les serruriers, les bouchers ou les tanneurs, en arrivant à la collégiale de Saint-Martin, dont la construction a débuté en 1235 et se termine à la fin du XVIe siècle et qui impose par ses dimensions propres à une cathédrale. L'église de style gothique est considérée par les habitants de Colmar comme sa cathédrale, une traduction directe de l'allemand Münster. Il a fait l'objet de plusieurs campagnes de restauration, la dernière en 1982, qui a révélé les fondements d'une église de l'an 1000, ainsi que des empreintes de successives extensions dans les XIe et XIIe siècles. Très proche nous trouvons la maison Pfisté, qui est devenue l'un des symboles du vieux Colmar. Construite en 1537, par mandant d'un chapeau qui avait fait fortune dans le commerce de l'argent, nous pouvons y admirer son mirador d'angle de 2 étages, sa galerie de bois, sa tour octogonale ou ses murales représentant des scènes bibliques et laïques. De la collégiale, par la rue de l'église, nous arrivons à la Grand-Rue, qui vaut la peine de parcourir et de pénétrer dans les ruelles qui en sortent, où nous découvrirons des merveilles de décoration des maisons alsaciennes.
De la Grande Rue vers la rivière Loche, nous entrons dans le quartier des Tanneurs, en traversant la place de l'ancienne douane, où nous trouvons la fontaine Schwendi. Installée en 1898 et couronnée par une statue en bronze de Bartholdi, qui représente Lazare de Schwendi, chevalier de l'empereur Maximilien II, qui partit pour lutter contre les Turcs en Hongrie, et où il aurait apporté la variété de raisins toqués. Bartholdi s'est inspiré de cette légende pour faire un tronc de vigne mélanger la statue de Schwendi. Par la rue des Tanneurs nous arrivons au quai de la Pêche, sur les rives de la rivière Loche, où résidaient la plupart des pêcheurs professionnels de la ville, unis au bateau dans une puissante société. En 1706, un gigantesque incendie détruit plus de 40 maisons dans le district. De 1978 à 1981, les travaux de restauration ont permis de mettre à jour le tronc en bois de nombreuses maisons de ce district, qui forment l'intersection entre le district des courtisans et la pittoresque Petite Venise. I was in the dark against it all, but made it through the day, 'cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Et enfin nous arrivons à l'un des endroits les plus connus et les plus visités de Colmar, et nous pouvons dire que de toute l'Alsace, la Petite Venise, dont le nom provient sans aucun doute de la façon dont les maisons sont alignées sur les deux rives du fleuve Loche. Elle est située dans la partie la plus romantique de l'ancien quartier des horticulteurs, qui emmenaient leurs marchandises dans les villes par la rivière Loche en utilisant des barques de fond plat, semblables aux gondoles. Du pont Turenne, sur la rivière Loche, vous pouvez voir et photographier l'image la plus typique et la plus emblématique de l'Alsace. Cela dépend du jour et de la saison, car elle est généralement très fréquentée par les touristes. Et nous terminons notre visite à Colmar comme nous l'avons commencé, en visitant un parc. Cette fois-ci le parc du Château d'Eau, dans lequel se distingue sa tour construite en 1886 et qui, avec une hauteur de 53 mètres, a été utilisé pour la distribution de l'eau potable à Colmar jusqu'en 1984. Et ici se termine notre visite à Colmar, totalement recommandée comme les autres précédentes, qui nous font profiter de notre voyage en Alsace, dont il reste encore à voir.